Donc je reprends. On était dans cette histoire assez absconce, il faut le dire, des lumières qui sortent des oreilles d'Adam Kadmon. Alors je précise tout de suite que là on va rentrer dans des choses sur lesquelles il n'y a pas beaucoup d'explications, sur lesquelles c'est très difficile de comprendre de quoi on parle, et c'est un peu fait exprès puisqu'on parle par définition de niveaux de réalité très élevés sur lesquels on n'a pas vraiment de saisie. D'ailleurs, ça va être dit en d'autres termes. Donc, ne me demandez pas d'avoir des explications qui vont au fond des choses, parce que je pense que ce n'est pas possible. On va quand même essayer d'en tirer un peu certaines idées. Donc, il dit Veine kasher yatsa or derer nigbe haoznaim yemanit usmolit. Yeminit usmolit. Vous voyez où on est dans ces pages-là. Voyons voir. C'est avant, a priori. Fin là. C'est quelle page déjà Ouais, Quelle ouais. page déjà Bête. Voilà, donc, 8. au Daf Aleph Hamoud Bet, colonne de droite, 4 lignes avant la fin. Donc, quand est sortie cette lumière par les trous des oreilles, donc l'oreille droite et l'oreille gauche, nitpashtu haorot haelu mibachutz mimakom haoznaim ad mekom shibolet hazaken. Donc cette lumière-là, elle ne descend pas jusqu'à l'infini, elle se diffuse à l'extérieur donc du corps d'Adam Kadmon. Donc depuis les oreilles, pas vers le haut, depuis les oreilles, jusqu'à la pointe de la barbe. On va faire ça, c'est quoi cette pointe de la barbe, okay. C'est la fossette, non? Non, c'est la barbe. Alors, je fais une parenthèse, parce qu'effectivement, la barbe, ça va être très important par la suite. La barbe, ça va être analysé au niveau de Arechanpin en particulier, et de manière dérivée au niveau de Zeranpin, comme sous la forme des 13 attributs de Rachamim. C'est, pour ceux qui suivent notre saint rituel séfarade, le passage qu'on lit dans le Zohar à Tashlich. Le passage dans Hidrazuta. Et là-bas, on aura l'occasion d'analyser quelle partie de la barbe correspond à quelle mida, etc. Et on expliquera là-bas aussi que finalement, au niveau de Arichanpin et de Zeranpin, ces 13 midot sont 13 tikkunim, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va permettre à la lumière intérieure de s'exprimer vers l'extérieur de manière canalisée. C'est ça les poils de la barbe, c'est des canaux. C'est-à-dire que ces chassadim pshutim qui sont au niveau de Arichanpin, pour qu'ils soient recevables, ils doivent s'exprimer selon un tikkun, donc ils doivent être canalisés, ils doivent être déterminés sous la forme des Yud Gimel Midot. Mais on verra que c'est une expression de ce qu'on va appeler Mocha Setima, le cerveau scellé, c'est-à-dire les aspects cérébraux intérieurs de Arichanpin, c'est-à-dire la Chorma de Arichanpin. Je balance tout ça, c'est des termes, pour l'instant c'est des termes techniques, c'est de la cuisine, mais ça permet de donner quand même des repères. À chaque fois qu'on va parler de la barbe, ça va être ça, ça va être la Chorma de Keter qui va s'exprimer sous la forme des 13 attributs de Rachamim. Et en particulier, sur ces 13 attributs, il va y avoir le 9e. Attendez, il faut que je compte. J'ai toujours été très mauvais pour compter. Donc je compte sur mes doigts. D'accord, ça va être c'est la fille.
Oui, en gros, surtout les 9e et les 12e, qui vont former le devant et le derrière de la barbe telle qu'elle descend en dessous, sous le menton. C'est ça qu'on va appeler Shibolet Azaken. C'est l'épi de la barbe. C'est les 9e, essentiellement 9e et 13e, pardon. 9e et 13e tikkunim des Yud Gimel Midot. Et ça va donc être, quand on va pouvoir parler, comme il l'a dit, à proprement parler de Partsufim à partir de Harichanpin, puisque là, on l'a dit, c'est juste par métaphore qu'on parle de la barbe de Adam Kadmon. Quand on va parler au niveau de Harichanpin de la barbe, ça va être le niveau où se trouvent en réalité Abba et Ima. Pour rappel, Harichanpin, c'est la sphira Keter développée en Partsouf. Abba, c'est la sphira Chochma développée en Partsouf. Ima, c'est la sphira Bina développée en Partsouf. Et c'est pour ça que... oui. Excuse-moi, tu l'as déjà dit, mais je suis désolé, je n'arrive pas à contenir. Qu'est-ce que ça veut dire développer en Partsouf? C'est-à-dire qu'au début, enfin, ça va dépendre à quel niveau on se place, mais typiquement... quand une sphira commence à se manifester, elle se manifeste sous la forme d'un point. D'accord ? C'est une unité, une monade, si tu préfères. Un attribut simple. Et tout le processus de tikkun qu'on va faire, qui va être fait ici, qu'on va nous décrire, et que nous, ensuite, on effectue dans Asiyat HaMitzvot et dans la Tfila, etc., ça va être de développer ce germe d'un attribut divin en un visage divin complet qui va s'exprimer, donc pas comme un point, mais comme un visage composé de 10 sphirotes, quoi. Et donc, en réalité, ce qu'on est habitué à appeler sphirotes dans le langage kabbalistique basique, pré-Harizal, c'est les 10 sphirotes qu'on connaît, mais chez le Harizal, ça devient vraiment plus un schéma abstrait, et ce qui relève du concret, ça va être les Partsufim, ça va être Harichanpin, Abba, Ima, Zeranpin, Nukva. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on va fonctionner. Et on ne va parler vraiment des sphirotes que quand on va détailler à l'intérieur de ces Partsufim. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser à la dialectique entre Keter et Tiferet, comme on pouvait le faire chez le Ramban, par exemple. On va s'intéresser à la dialectique entre Harichanpin et Zeranpin, et à ce niveau-là, on va analyser qu'est-ce qui passe de la Chochma de Harichanpin vers la Chochma de Zeranpin, etc., etc. Bon. C'est un nouveau système de coordonnées, en quelque sorte. On n'en est pas du tout là, mais c'est important d'avoir ça en tête, parce qu'en réalité, comme il l'a dit déjà, si tous ces termes-là, de Oznaïm, de Zekan et tout, en réalité, on les dit en propre au niveau des Partsufim. Ici, on nous les dit que de manière métaphorique. Donc, on ne peut pas comprendre vraiment de quoi on parle à ce niveau-là, sinon en comprenant que ça vient nous donner un éclairage sur ce qui se passe en bas, que c'est les racines de ce qui se passe en bas. Donc, pour le dire rapidement, pour le redire rapidement, ce qui se passe au niveau des oreilles, c'est la racine de Bina. Donc, si on veut, là, de Bina de Harichanpin, et comment est-ce que ça va, quelle va être la dialectique entre ça et l'aspect qui sera plus tard le Yud Gimel Midot qui sort de Harichanpin. Parce que en réalité, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? C'est que Bina a une racine au niveau des oreilles, mais que finalement, cette lumière-là, elle va très vite venir se mélanger avec la lumière de la barbe. Uniquement Bina ou le père et la mère? Alors pour l'instant, a priori le Chochma, Abba, c'était plutôt le niveau supérieur au niveau des cheveux, etc. Donc, alors ça dépend. Là, il y a l'ambiguïté. Est-ce que, parce qu'il n'en a pas parlé,
on n'a pas parlé. Vous allez voir que ce qu'on va expliquer par la suite, c'est que à ce niveau de la lumière des oreilles va s'exprimer la lettre He. Donc, la deuxième lettre du tétragramme, qui correspond normalement à Bina. Et on verra par la suite que quand on va parler du nez, on va nous parler de la genèse du Vav. Donc on voit un peu où on veut en venir. Mais de fait, on ne nous a pas parlé du Yud. Du Yud qui est à la fois Chorma et Keter, à la fois Abba et Arichanpin. Donc, en réalité, on ne nous a pas parlé de Abba de Adam Kadmon, ni de Arichanpin de Adam Kadmon. Sauf que si on veut appliquer à Adam Kadmon les schémas qu'on aura par la suite au niveau d'Atsilut, alors on pourra dire effectivement que la Chorma de Adam Kadmon, c'est le cerveau de Adam Kadmon. Donc de fait, ça ne s'exprime, c'est la pensée intérieure, donc ça ne s'exprime pas en tant que tel à l'extérieur comme s'exprime la Bina. Mais par contre, ça s'exprime d'une manière dérivée dans la barbe. Ah d'accord. Mais dans Hatzilut, il y aura oui. Alors dans Hatzilut, il y aura oui, Keter et Chochma. Il y aura Keter et Chochma, mais de fait, quand on sera au niveau de Arichanpin, on retrouvera le même problème, plus ou moins. On en parlera plus clairement, mais on nous dira encore que Keter de Arichanpin, ça va être Karkafta, c'est-à-dire la boîte crânienne, qui s'exprime de la boîte crânienne. C'est ce qu'on a vu la dernière fois, au niveau de Adam Kadmon. Voilà. Alors, on verra plus clairement au niveau de Arichanpin, on nous parlera de Karkata, la boîte crânienne, on nous parlera effectivement des cheveux, on nous parlera des sillons du cuir chevelu, on ira jusqu'à là. Et ensuite, on nous dira, ça c'est donc Keter de Arichanpin, et on nous dira que la Chochma de Arichanpin, c'est Mocha Setima, c'est-à-dire c'est le cerveau qui est dans la boîte crânienne, qui ne s'exprime pas en tant que tel, sauf de manière dérivée par les 13 tikkunim de la barbe. Donc il n'est pas impossible ici que quand on nous parle de la lumière des Oznaïm et de la lumière de la barbe, on nous parle de Abba et Ima sous un certain rapport. Mais de manière non dévoilée. Non dévoilée. Non dévoilée. Il n'en parle pas du tout. Non. Ouais, non. Ça c'est très intéressant. Ouais. Et surtout, il nous dit, donc après il va revenir sur cette histoire d'oreille droite et d'oreille gauche. Et donc il dit, Venim sharku beitpashtut mikeneged hitpashtut derer se'ar hazaken atzomer balehayim betzadede apanim. וכנגדו נמשך התפשטות האור הזה עד שמגיע למטה בשיבולת הזקן. Il répète bien, qu'on comprenne que cette lumière qui sort des oreilles, elle descend jusqu'à la pointe de la barbe et elle descend en se diffusant de manière parallèle au poil de la barbe qui pousse sur les joues, sur les côtés du visage. Et donc, face à ça, se diffuse cette lumière-là jusqu'à ce que ça arrive en bas, au niveau de la pointe de la barbe. Alors, je continue un petit peu. D'accord. Et à ce niveau-là, les lumières des oreilles droite et gauche vont se rejoindre. Mais ces lumières-là ne vont pas se toucher vraiment, il va rester un espace entre elles deux. Veda ki aoraze eneno dabuk venogea bepanim atzman. Déjà, je m'arrête là. Donc, cette lumière-là, qui va descendre le long de la barbe, parallèlement à la barbe, et qui va suivre son cours pour aller presque jusqu'à se toucher au niveau de la pointe de la barbe, on nous précise que cette lumière-là, elle ne colle pas au visage. Pourquoi c'est important ? Parce que pour le coup, justement, ces lumières-là, on va pas en parler après. Quand on va être au niveau de Arichanpin, etc., on ne nous parle pas de la lumière des oreilles. Quand on va nous parler, qu'est-ce qui va se passer par la suite, pour faire un teaser de la saison 2,
Il va y avoir, après un certain nombre d'étapes ici, un certain niveau d'expression de la lumière intérieure d'Adam Kadmon qui va passer par les yeux, qui va être inadéquat, et donc il va y avoir Shirat HaKelim, la brisure des réceptacles, Sugya énorme. L'Echem, il a écrit, je sais pas, 500 pages serrées dessus. Des Recho Lamatou, c'est que là-dessus. Et après cette Shirat HaKelim, il va y avoir un tikkun où on va, en quelque sorte, remonter, reconstruire les Partsufim et les reconstruire avec ces tikkunim. Et donc on va passer énormément de temps. Quand on va parler de Ari Hanpin, on va essentiellement parler des tikkunim de Ari Hanpin, on va parler des tikkunim des cheveux d'Ari Hanpin, on va parler des tikkunim de la barbe d'Ari Hanpin. Mais on ne va pas parler des oreilles. Or, pourquoi est-ce que c'est important cette histoire de la barbe et des cheveux d'Ari Hanpin? Parce que c'est ça qui va être, à partir du moment où on va être dans Hatzilut, on va être dans la dimension vraiment de Shoresh HaTorah, la racine de la Torah, vraiment, et donc de la racine des mitzvot. Et en particulier, ces histoires-là de la barbe d'Ari Hanpin et des cheveux d'Ari Hanpin, ou de la barbe de Zeir Hanpin et des cheveux de Zeir Hanpin, ça va être la racine, et donc la raison des mitzvot qui touchent aux cheveux et à la barbe. Et on va nous expliquer que c'est pour ça que le nazir, qui lui essaye de se hisser au niveau des chassadim gumurim de Ari Hanpin, lui il doit se laisser pousser les cheveux. Parce qu'au niveau de Ari Hanpin, la dimension, les cheveux qui expriment donc un certain aspect de la pensée intérieure de Ari Hanpin sont purs chassadim. C'est quelque chose qui doit subsister dans son intégralité. Alors qu'au niveau de Zeir Hanpin, on aura l'occasion d'en reparler, mais au niveau de Zeir Hanpin, cette dimension-là est plus une dimension de din, donc c'est pour ça que, d'après le Harizal, il faut que les cheveux soient rasés, à l'exception évidemment des péotes. Les péotes, ça va être la seule dimension des cheveux, des tikkunim, des cheveux de Zeir Hanpin qu'on doit laisser subsister pour que le monde fonctionne. Par contre, on va laisser la barbe. Donc on va avoir deux dimensions, trois dimensions. On va avoir les cheveux du crâne, okay, on va avoir les cheveux des péotes, et on va avoir les poils de la barbe. On ne va pas parler de ce qui sort des oreilles. On dirait qu'ici, en tout cas, quand vous parlez des oreilles et des poils de la barbe, on dirait que c'est automatiquement lié d'Afka avec les oreilles. Alors, c'est lié, mais c'est pas la même chose. D'accord, mais est-ce que par rapport aux yeux, on va parler des poils de la barbe? Par rapport au nez, on va parler des poils de la barbe aussi, ou que par rapport aux oreilles? Le lien qu'on fait entre les deux? Alors, déjà, avec la bouche, on va en parler. Avec le nez, on va en parler. Et effectivement, toute la problématique, pour anticiper un petit peu, pour comprendre un peu où on va, parce que c'est vrai que là, on est dans des trucs... toute cette première partie va nous expliquer pourquoi est-ce que la lumière qui va sortir des yeux après celle qui sera sortie des oreilles, celle qui sera sortie du nez, celle qui sera sortie de la bouche, pourquoi celle qui va sortir des yeux et qui va donc être de passage, qui va filtrer un petit peu à travers ces différents niveaux de lumière qui sont déjà présents au niveau du visage, comment ça va provoquer Shirat HaKelim. Donc oui, ça va aussi passer... la lumière des yeux va aussi passer par, si ce n'est par les poils de la barbe, en tout cas par les lumières des oreilles et du nez et de la bouche. Okay. Et donc les poils de la barbe, c'est qu'il y a un Kéli par rapport à cette lumière alors justement, parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'il nous parle de la barbe de Adam Kadmon, mais il ne va pas nous expliquer d'où elle vient cette barbe. On va passer des oreilles et du nez et de la bouche à la lumière des yeux, sans nous expliquer d'où vient la barbe d'Adam Kadmon. Donc là aussi, on est obligé de procéder par hypothèse, de dire que, bah oui, justement, s'il n'en parle pas, c'est que ça relève des niveaux dont il nous a dit qu'il ne parlait pas. Donc ça relève de Abba. Et que, contrairement à ce que certains commentateurs ont voulu lire, cette lumière qui sort des oreilles, elle est parallèle à la barbe, mais elle ne correspond pas à la barbe. C'est ce qu'on va trouver au niveau de Ari Hanpin plus tard,
ce n'est pas ce qu'on appelle au niveau d'Adam Kadmon la lumière des oreilles. Parce qu'il prend bien soin de nous préciser, attention, la lumière des oreilles, elle environne de l'extérieur ce niveau-là sans le toucher. Et du coup, concrètement, ça serait la racine de quelle mitzvah? Alors, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Et c'est pas précisé. Mais il n'est pas interdit de penser que ça correspond pour le coup justement à la mitzvah des péotes. J'ai pas compris ça. Puisque justement, les péotes à roche, c'est quelle partie des cheveux qu'il faut laisser impérativement? C'est celles qui sont près des oreilles. Voilà, c'est ça qui sont essentiellement, voilà, c'est cette partie-là. D'accord. Okay, voilà. De toute façon, on voit bien, anatomiquement, on sait bien qu'à partir de l'os maxillaire, bah, c'est plus des cheveux, c'est des poils de la barbe. Mais c'est cette partie-là qui touche les poils de la barbe qui doit être laissée. Et qui donc descendent effectivement parallèlement au poil de la barbe. Mais effectivement, on ne peut pas en dire tellement plus pour l'instant. Alors je continue. Alors, oui, vas-y. Je ne comprends pas. Comment on peut parler là de Péot Roche quand on est à Adam Kadmon qui est complètement... Voilà, bah justement, voilà. C'est pour ça qu'en réalité, on en parle sans en parler. C'est-à-dire qu'on en parle, mais on ne sait pas de quoi on parle. C'est un machal, quoi. C'est pas au niveau d'Adam Kadmon. Non, c'est pas au niveau d'Adam Kadmon que ça se passe, ces mitzvot-là. Ça se verra plus tard. Ça se verra plus tard. Il faudrait qu'on voit Bineder pour la prochaine fois. Je regarde dans Sha'ar HaMitzvot, qu'est-ce qu'il explique sur la mitzvah des péotes. On verra comment ça fonctionne là-bas. Et donc il continue. Une petite question subsidiaire, je me permets. C'est-à-dire qu'au niveau du chasse aussi, il faut simplement qu'il y ait un poil qui puisse se retourner. Oui. Il n'y a pas plus que ça. Non, il n'y a pas plus que ça. Et d'ailleurs, lui-même, il dira ça. Hein. Le Harizal, il dira il faut que ça... il faut que... Alors, c'est pas très clair. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Mais il dit effectivement que ça ne doit pas se mélanger au poil de la barbe. Alors après, il n'est pas impossible ça, en tout cas, c'est un type d'approche qu'on trouve dans cette littérature-là. De dire que oui, c'est vrai que le Harizal il dit explicitement que les péotes doivent être courtes pour ne pas se mélanger au poil de la barbe, mais que si on a raison d'identifier les péotes à la lumière des oreilles, alors les péotes longues, elles ont aussi leur justification, en tout cas jusqu'à égalité avec la barbe, ce qui est déjà pas mal. Ça dépend si ta barbe est longue ou pas. Mais... Ok. Alors il précise. Vélo n'est pas chet aorazelo le achore apanim vélo bechol apanim. Encore un point. Il dit que bien que ça descende le long des joues, mais l'on est travro chibor gamo. Alors il va revenir dessus après. Ah, d'accord. Il va revenir dessus après. Là il fait un petit excursus. Alors c'est intéressant d'ailleurs de se poser la question pourquoi il fait ces excursus-là qui sont pour le coup pas clairs et on ne voit pas trop ce que ça apporte. Donc c'est une question qu'il faut qu'on ait à l'esprit. Que cette lumière-là des oreilles, elle ne se diffuse pas ni à l'arrière du visage, vélo bechol apanim, et pas sur tout le visage, rag betzadede apanim bilvad keniska, seulement sur les côtés du visage. Bezet avin akdama achat. Veiki bebechinat arosh en anu maskirim leolam bechinat panim ve'achur. לפי שבמקום שאין שם נקבים וחלונות, אז יוצא האור כולו שווה מכל הצדדים ומאיר בשווה. Parce que là, il en profite, voilà, ça c'est un principe qu'il faut qu'on retienne. Que quand on est en train de parler de la tête, mais on ne parle pas pour tous les aspects de la tête,
d'un aspect face et d'un aspect dos. D'accord ? Parce que dans les niveaux où il n'y a pas d'orifice et de fenêtre, alors la lumière, elle sort de manière homogène de tous les côtés. Et donc, elle éclaire de manière égale. אמנם כשמתחיל בחינת הנקבים כגון מן האוזניים ולמטה, אז יש שם בחינת פנים ואחור. כי המצח נקרא פנים והעורף נקרא אחור. לפי שכל הנקבים ממשיכים האורות לחוץ דרך הפנים, ומה שאין בו נקבים נקרא בחינת אחור. Donc, c'est cette notion-là qui va être très importante après de panim ve'achor, de face et de dos. Elle est pas, c'est pas une dimension spatiale en tant que telle, c'est une dimension qui dépend justement de ces trous-là, de ces ouvertures, de ces orifices, autrement dit de ces tikkunim. C'est-à-dire que quand on est à un niveau où il n'y a pas de tikkun, alors la lumière, elle sort par tous les pores, en quelque sorte, de manière égale. Ce qui veut dire, comme l'Echem le développera, qu'au niveau de tout le corps de Adam Kadmon, il y a de la lumière qui sort du corps de manière diffuse et égale. Et donc, à ce niveau-là, quand la lumière elle sort de manière égale de tous les côtés, alors la notion de panim et achor, elle n'existe pas. Panim et achor, ça existe à partir du moment où il y a des tikkunim, qu'on appelle ici orifices, et qui vont faire que les tikkunim, ça implique une orientation. Le fait qu'il y ait un tikkun au niveau d'un partsouf, au niveau d'un visage, va déterminer une face et un dos. Ce qu'il ne dit pas ici, mais ce qu'on comprend, c'est qu'on retrouve la dichotomie qu'on avait bien avant entre Igulim et Yosher, finalement. Puisqu'on a dit que Igulim, c'était ça. Igul, c'est une lumière qui est égale de tous les côtés. Donc, alors que le cave, c'était quelque chose qui déterminait une polarité, un haut et un bas. Cette dialectique entre Igulim et Yosher qu'on avait juste après le Tzimtzum, et dont apparemment on ne nous parle plus vraiment par la suite, en réalité elle se retrouve à chaque niveau. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, il y a certains aspects qui vont s'exprimer sans tikkun, et donc de manière homogène, et parallèlement quelque chose qui va s'exprimer à travers un tikkun, et donc d'une manière orientée. Et donc, paradoxalement, ça implique un rapport différent au Tzimtzum. C'est-à-dire que cette lumière, on pourrait parler des Igulim d'Adam Kadmon, elle va s'exprimer à la fois de manière égale, mais filtrée par le corps de Adam Kadmon, donc de manière réduite, alors que ce qui va s'exprimer par les oreilles, le nez, etc., même si ça n'exprime pas la totalité de l'intériorité d'Adam Kadmon, ça exprime quand même plus une lumière authentique qu'une lumière tamisée, on va dire. Et surtout, c'est une lumière qui est orientée. Donc, lorsque tu emploies le terme tikkun, ça veut dire c'est orienté. Quelque part, bien que là on ne soit pas à ce niveau-là, ça veut dire que il y a un acte, enfin, un machal d'acte. Quand on l'appelle tikkun, ça veut dire quoi? En tout cas, il y a une kavana, effectivement. Il y a l'idée qu'on va donner à cette lumière une certaine forme. Pourquoi? Comme il va le dire tout de suite, pour que les créatures qui sont en dessous puissent le recevoir sans être complètement inondées de ça. Et c'est justement ce qu'il va dire tout de suite. Les oreilles vont déterminer que, même si la lumière des oreilles alors là, il y a une petite ambiguïté, parce qu'on nous parle du front.
et chez nous, le front, il est quand même normalement au-dessus des oreilles, au-dessus du trou des oreilles. Dans ce schéma-là, c'est pas clair si le front est au-dessus ou en dessous des oreilles. Mais en tout cas, même si la lumière des oreilles elle fait que descendre, elle détermine une orientation de tout le visage, donc y compris du front. Et à partir du front, parce que les oreilles c'est quand même plus ou moins au niveau du front, on va avoir une différence entre l'avant, le front, et l'arrière, la nuque. Okay. Mais ce qui veut dire qu'au niveau précédent, au niveau de la boîte crânienne, ça n'a pas de sens de parler de face et de dos, d'accord ? La boîte crânienne, elle est ni de face ni de dos, elle est ce qu'elle est. אבל עם כל זה, מנהרת האור הזה מתפשט ומאיר כל סביבות האדם הזה. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que... alors là, on rentre vraiment dans des détails de détails. On nous a dit que la lumière des oreilles descendait de manière rectiligne, en quelque sorte en suivant la barbe, vers le bas. Mais pour autant, on nous dit qu'il y a une sorte de rayonnement, une sorte de halo de cette lumière qui se diffuse aussi de manière environnante, pas au niveau de tout le corps d'Adam Kadmon, mais au niveau de même que, là aussi, on retrouve à chaque fois ce schématisme. D'accord ? De la même manière qu'il faut distinguer des Igoulim et des Yosher au niveau vraiment très très clali, de même que au niveau de la tête, en général, il y a des dimensions qui sont Igoulim et des dimensions qui sont Yosher. Là aussi, même si la dimension principale de la lumière qui sort des oreilles, c'est une dimension de Yosher, elle produit aussi un halo qui environne tout le bas du visage, même vers l'arrière. Et donc elle produit aussi ses propres Igoulim, quoi. אבל עיקר האור הזה איננו רק מה שכנגד האוזן, כנגד הפנים, עד שיבולט הזקן. Mais comme on l'a dit, l'essentiel de la lumière, c'est celle qui descend en ligne droite jusqu'à la pointe de la barbe. והנה בזה האור יש בחינת 10 ספירות שלמות, באופן זה. Et de la même manière, comme on l'a dit, que chaque dimension séphirotique contient à son tour 10 séphirotes et ainsi de suite à l'infini, comme on l'a vu aussi pour les 4 dimensions de Théamim, des Kudot, Tagin, Otiot et des 4 lettres du nom divin, etc. On est vraiment dans un système fractal. Donc, et surtout contrairement à l'exception qu'on va avoir au niveau de la lumière des yeux, qui vont sortir que de manière pointilliste, ici, cette lumière-là, elle est parfaite, donc elle est composée d'un organisme de 10 séphirotes complètes. Et 10 séphirotes complètes, ça veut dire que tous les aspects sont présents. Et donc, Beofenze, qui מאוזן ימין נמשכות 10 ספירות מבחינת אור מקיף, ומאוזן שמאל נמשכות 10 ספירות מבחינת אור פנימי. Donc, il y a en quelque sorte... est-ce que c'est en réalité, c'est les mêmes 10 sphirotes. Il y a 10 sphirotes dans une dimension de or makif, de lumière environnante qui sort de l'oreille droite, et 10 sphirotes qui sont en fait les mêmes, de lumière intérieure qui sortent de l'oreille gauche. Et ces deux dimensions prises ensemble, elles forment un système de 10 sphirotes complet. Alors le problème qu'on a, c'est comment est-ce qu'on peut me parler de Or Makif et de Or Pnimi alors qu'on n'a pas de Keli. Puisque... Juste une seconde. Je rappelle ce schéma très important. Qu'est-ce qu'on va voir par la suite quand il va y avoir
le tikkun et l'épanchement de lumière dans les kelim de Hatzilut, la lumière qui vient des sphérotes supérieures s'épanche de plusieurs manières dans le keli, la sphira inférieure. Il y a une partie de la lumière qui vient d'en haut, qui ne rentre pas du tout dans le keli, et qui s'appelle Or Makif, d'accord, qui reste à l'extérieur. Et il y a une autre partie qui rentre dedans, qui s'appelle Or Pnimi. Et en réalité, même ce Or Pnimi se divise à son tour en Or Pnimi et Or Makif, c'est-à-dire qu'il y a un Or Pnimi qui va rester à l'intérieur, et il y a un Or Makif qui va surabonder, et ça va correspondre au tfilin, pour le dire rapidement. Mais cette histoire de Or Makif et de Or Pnimi, ça n'a de sens que quand il y a un Keli. C'est ce qui rentre dans le Keli et ce qui ne rentre pas dans le Keli, ce qui correspond à la capacité de réceptivité du Keli et ce qui outrepasse cette capacité. Ici, s'il n'y a pas de Keli, Or Pnimi, Or Makif, ça ne veut rien dire. Tous les commentateurs le disent. Donc il va falloir comprendre ce que ça veut dire. Mais alors je le garde parce qu'en fait ça va être la fin du paragraphe. Vine ozen begematria noach sod shem sag. Voilà. On passe à autre chose. Le mot ozen, ça vaut, c'est pas difficile à calculer, hein, ça vaut 58. Okay. C'est la gematria de Noach. Et c'est la même gematria que le nom de valeur 63, d'accord? Yud-Ke, Vav-Ke, développé en Yud, Vav, Dalet, He, Yud, Vav, Aleph, Vav, He, Yud. Moins 5. Donc il manque la racine du He final. Donc où est-ce qu'il est passé ce He? Qui mesham matril shem sag keniska, d'accord? Parce que on comprend, on en avait déjà parlé d'ailleurs, que l'oreille s'appelle oreille parce que c'est à partir de elle que commence à s'exprimer cette dimension du nom de valeur sag. Dans Ozen, ça veut dire le vav, c'est chaser vav. Oui, c'est chaser vav. Bon, ça, on va l'expliquer comment ça fonctionne. Donc, on rappelle que ces lumières qui sortent des oreilles, c'est non seulement le nom Sag, mais c'est les Te'amim de Sag, et en réalité, c'est les Te'amim supérieurs de Sag. On avait dit que les Ta'amim, c'était le Shem de Ain Bet. Oui, mais on a dit qu'ensuite, dans chaque Shem, il y avait les 4 niveaux qu'on retrouvait à chaque fois. C'est-à-dire que le niveau du crâne de Adam Kadmon, c'était Shem Av, et que ensuite les oreilles, le nez et la bouche, ça allait être le Shem Sag. Et plus spécifiquement, pas tout le Shem Sag, mais les Te'amim de Sag. Et que les oreilles, ça va être les Te'amim Alyonim de Sag, le nez, ça va être Te'amim Emsaim de Sag, et la bouche, ça va être Te'amim Tartonim de Sag. Ah ouais, c'est... Encore une fois. Okay. Encore une fois. Le crâne d'Adam Arishon, c'est non Ain Bet. Voilà. Dans toutes ces dimensions. En réalité, il n'y a que... parce que ça aussi, il faut c'est pas dit ici, mais ce sera dit après. Il faut, si on pouvait se figurer ces choses-là, il faut se les figurer un peu comme des poupées russes. Okay. C'est-à-dire que les différentes dimensions ne sont pas superposées les unes sur les autres comme des cubes d'un jouet d'enfant. Mais c'est comme des poupées russes avec à chaque fois que la tête qui dépasse. Okay. Donc en réalité, le Shem Av,
dont on nous dit que c'est le crâne de Adam Kadmon. En réalité, le Shem Av, il fait tout le corps de Adam Kadmon. Et nous, on ne parle que de Av, parce que c'est la seule partie qui dépasse. Le reste est Meloubash, on va dire comme ça. D'accord, il est enveloppé, il est habillé dans le Sag. Et de la même manière, au niveau du Sag, Mais non, tu viens de dire c'est Av. le Av Klali, à part sa partie supérieure, tout le reste est enveloppé dans le Sag. Ah, d'accord. Okay, comme des poupées russes qui s'étagent. Ou tu sais, comme aussi quand ils ont des... J'ai encore des enfants jeunes, donc j'ai encore ça dans mes placards. Ces petits bols qui s'empilent, et puis en réalité, tu vois, ils sont... Oui, non, mais tu vois très bien. C'est bon. T'es passé par là, toi aussi. Alors, Et donc, en réalité, le Av de Adam Kadmon, il va des pieds jusqu'en haut, mais la seule dimension qui est visible, c'est la dimension supérieure, c'est le Av de Av. Le Sag de Av est Mitlabesh dans le Sag Klali. Et dans le Sag Klali, pareil, les seules dimensions qui sont dévoilées, c'est pour l'instant le Av de Sag, c'est-à-dire les Théamim de Sag. Les Théamim de Sag, ça va être donc la lumière des oreilles, la lumière du nez, la lumière de la bouche. Okay. Parce que le reste est Mitlabesh a priori dans le Ma de Adam Kadmon, qui est même Mitlabesh dans le Ben de Adam Kadmon. Okay. Et donc en réalité, pour l'instant, on n'a parlé que du Av de Av, et maintenant du Av de Sag. Et le Av de Sag, c'est donc les Théamim de Sag, c'est les Théamim Elyonim, c'est la lumière des oreilles, les Théamim Emsaïm, c'est la lumière du nez, et les Théamim Tartanim, c'est la lumière de la bouche. Okay. Alors, si on essaye de donner un sens au moins poétique à ça, et qu'on se rappelle que les théamim, à chaque fois, c'est la dimension musicale du langage, de la pensée. Donc là aussi, on peut réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de la musique pure, d'accord, des théamim. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est le sentiment musical pur, océanique, je ne sais pas quoi, inexprimable. Maintenant, on a une autre dimension, on a une dimension de Sag, qui est la dimension des Nekudot, donc on a dit c'est la dimension de la grammaire, la logique des choses. Alors cette logique-là, on peut déjà un peu plus en parler, même si là on est au niveau du Shoresh, mais cette logique-là, elle a aussi son aspect musical, mais la musicalité de la logique, ça c'est un autre klal très important qu'il faut avoir, c'est ce qu'on pourrait appeler la commutativité des séphirotes. Très important. Klal essentiel du Rashash, Rabbi Shalom Sha'arabi, qui s'appelle dans son langage Itkalelut Veit Pashtut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pratiquement tout le temps, dès qu'on va avoir comme ça le A de B, eh ben, le A de B est en rapport particulier avec le B de A. Ici, par exemple, les théamim des Nekudot, théamim de Sag, sont en rapport étroit avec le Sag de Av. Parce qu'on a dit qu'au niveau de Av à proprement parler, lui nous a parlé que de Av de Av. D'accord ? Le Sag de Av, il est mitlabesh dans Sag. Il est mitlabesh dans Sag, mais ce Sag de Av va s'exprimer à travers les Av de Sag. Et donc, si on essaie de traduire ça en termes conceptuels, la logique de la musique pure va s'exprimer à travers la musique de la logique.
Il me semble qu'il y a plusieurs. Enfin, d'une manière pragmatique, il y a plusieurs traditions. C'est-à-dire? Enfin, les gens ne font pas au niveau des théamines. Tout le monde ne fait pas. Je reviens là au niveau pratique. Non. Ah si, tout le monde a les mêmes théamines. Après, les airs Ouais, peuvent oui, c'est changer. ça, oui, les c'est airs, ça. peuvent, les airs Oui. peuvent changer. C'est-à-dire, il y en a qui chantent bien, il y en a qui... Ils n'ont pas les mêmes noms aussi. C'est ça, mais... c'est Sur clair. les mêmes. Oui, mais... Alors, il faudrait... et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais étudié pragmatiquement. Mais il faut... Est-ce que Vas-y. tu peux reprendre la dernière phrase? Voilà. C'est-à-dire que la logique de la musique pure, Sag de Av, Av, c'est les théamim. Sag, c'est les nekudot. Donc Av, c'est la musique. Sag, c'est la logique. C'est l'ordre du discours, c'est la grammaire. Disons la grammaire, c'est même plus large que la logique. La grammaire de la musique va s'exprimer et se donner à être saisie par nous à travers la musique de la grammaire. C'est du chinois. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de musicalité pure, D'accord. à laquelle on n'a pas accès. Ça, j'entends. Ok. Et en réalité, même la grammaire de cette musicalité, on n'y a pas accès directement. On va y avoir accès à travers une dimension qui est déjà sag, qui est déjà une dimension de grammaire discursive. Mais dans cette grammaire discursive, il y a aussi un aspect musical, c'est les théamim de sag. Ah, d'accord. Okay. Alors on va nous détailler ce que c'est. Puisque justement, alors d'ailleurs on peut déjà anticiper, puisqu'on nous a dit qu'on a différencié théamim alionim, théamim emsaïm, théamim tahtonim. Je suis désolé, c'est possible Donc théamim elionim, c'est tout simplement les théamim qu'on écrit au-dessus des lettres. Okay. Théamim tahtonim, c'est ceux qu'on écrit en dessous des lettres. Et théamim emsaïm, il va le dire par la suite, il n'y en a que deux. C'est le méteg et le, j'oublie à chaque fois son nom, non pas le méteg, à chaque fois. Mais t'es en dessous. Oui, c'est pas le méteg, comment il s'appelle? C'est le Au milieu. makaf, Ah, Saint-Anne, le Macaf. non pas le et la barre, Oui, c'est le pasek. voilà. Le makef et le pasek. Le makef et le pasek, c'est les deux seuls théamim ensaïm. Or, c'est vrai que les Ashkenazim et les Sfardim, et même différents Ashkenazim, différentes Keilot Sfardiot, et même si vous prenez chez les Syriens, il y a carrément un makam particulier par paracha. Vous savez ça? Ah. Chez les Syriens, c'est pas tu chantes toutes les semaines les théamim de la même manière. On va faire simple quand Bah, c'est compliqué. c'est-à-dire, les Syriens, ils ont ce qu'on appelle des makams. Un makam, c'est un mode musical en musique arabe. Et bien, suivant, ils ont un calendrier, et chaque comme paracha... les bacachotes des Marocains. Voilà. Non, mais sauf que les... Le chandalou. Voilà, c'est ça. C'est un tamélion qu'on fait à Sarita Dibrot. Voilà. Alors, voilà. Nous, on a Ta'amelion Ta'am Tahaton, sauf que non, c'est que Ta'amelion Ta'am Tahaton, c'est deux sets de théamim différents. Non, mais à part ça, on est chanté les sauf passeux qui sont chantés un peu différemment. Voilà, exactement. Et ben là, c'est pareil, sauf que pour chaque paracha, Chaque alors, paracha, il il n'y a pas un makam par paracha. Il doit y avoir 7 ou 8 makams qui sont distribués sur les parachettes. Mais chaque semaine, on change de makam. Oui, oui, Ok. oui, d'accord. Donc effectivement, le rendu musical concret des théamim peut changer. Mais il n'empêche que la structure musicale intime des théamim, c'est la même, c'est les mêmes théamim. Et donc, le point, c'est ce que tu as dit, c'est qu'il y a les ta'amim où il n'y a pas les nekudot, où il n'y a pas la grammaire des ta'amim, il n'y a que la musique pure qui est non discursive du tout. Et ça se révèle, c'est la suite ça va se révéler dans c'est-à-dire la logique interne des théamim purs va se révéler dans les théamim de Sag.
D'accord. C'est-à-dire que ces lumières-là... Sag, c'est les Nekudot. Voilà, Sag, c'est les Nekudot, Sag, c'est la grammaire. Comme je Mais disais. à l'intérieur de Sag, il y a les Tamim de Sag. Voilà. Et, Donc- et de fait, tu vois bien que les théamim que nous, on connaît, alors les théamim que... C'est évidemment pas vraiment les théamim que nous on connaît, mais les théamim qui correspondent à ce que nous, on connaît, il commence à en parler que à ce niveau-là. Il va en parler, d'ailleurs, particulièrement au niveau du Chotam. Mais il nous a dit qu'il y avait théamim elyonim, emsaim, tahatonim, au niveau des théamim de Sag. En réalité, peut-être que les théamim de Av, Bichlal, c'est un truc complètement insaisissable. Ça saisit ça. Voilà. D'accord. Mais au niveau des théamim de Sag, ça correspond un peu à nos théamim, parce que nos théamim sont à la fois une musique et une grammaire. C'est pas la grammaire des Nekudot. C'est pas la grammaire de la conjugaison, de la syntaxe, de la fonction des mots, etc. Mais c'est quand même une grammaire de la phrase, du rythme de la phrase. La fonction des mots un peu. Enfin, Alors, de la pas liaison, de la parce fonction qu'il des va- mots. Il va indiquer comment Voilà. si deux mots se relient entre eux. Ou si Pas ils la sont fonction reliés. des mots, mais d'une certaine jonction des mots. Fonction, Et on voit bien oui, que, c'est que suivant leur position, les théamim, ils ont d'autres fonctions. C'est-à-dire que la grande majorité des théamim elyonim sont des théamim disjonctifs. On est d'accord? Les théamim qui sont écrits au-dessus des lettres, en général, c'est des théamim sur lesquels Je peux pas- où il y a un motif musical, on prolonge la note, et ça sépare ce mot-là du mot qui vient après. Celui qui s'écrit comme ça, comment il s'appelle celui-ci qui fait comme ça? Il est conjonctif, non? Bah non, parce qu'il est sur un seul mot. Ah, tu veux dire quand il est sur deux mots? Oui. Souvent, il est sur deux mots, souvent. Oui et non, parce que il peut être sur un seul mot. Ouais. Ou il peut être sur deux mots. Et en réalité, quand il est sur deux mots, c'est vrai qu'il va rejoindre ces deux mots-là, mais pour les isoler du reste de la phrase. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en général, les théamim qui sont en dessous, il y a des exceptions, hein, mais en général, c'est plutôt des théamim conjonctifs. Oui, le actar et tout ça, c'est différent. Mais c'est quand même plutôt des théamim conjonctifs. Et ceux du milieu, donc on a dit le pasek et le makef, eh ben, ils relèvent des deux. C'est-à-dire le makef, il va carrément faire une union, puisque pour le coup, le mot va prendre qu'un seul tam. Alors que le pasek, pour le coup, il va faire vraiment une grosse disjonction. Et donc on peut dire en quelque sorte que ces théamim-là, alors je suis complètement en roue libre, hein, parce qu'il n'y a aucun sefer qui explique ça, donc j'essaye de comprendre de quoi on parle. Mais donc on comprend que dans les théamim, il y a deux aspects. Dans les théamim, il y a un aspect vraiment musical, qui sont voilà, les motifs musicaux attachés dans la tradition à chaque taram. Okay. Et ensuite, les théamim, ils ont aussi une fonction grammaticale, qui est celle de joindre des mots, de disjoindre des mots. Et donc, on peut peut-être dire que les théamim de Av, c'est l'aspect purement musical, qui dit sans doute quelque chose, mais qu'est-ce que ça dit Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Par exemple, il y a une grande différence entre la musique et comment dire? J'ai souvent discuté avec des chachamim, comme ça. Un musicien, souvent, c'est un idiot. Alors, c'est pas forcément un idiot, Non, mais, c'est pas- non, mais moi j'ai remarqué ça aussi. mais parce ça, que ça veut dire pourquoi. Non, mais, une fois, j'ai dit, mais par exemple, enfin, ne citons pas de nom, d'accord. Souvent, c'est des idiots. Parce que ce sont de la sensibilité. Ils sont de la sensibilité. D'ailleurs, souvent, ils sont homosexuels. Parce que, souvent. Non, mais C'est parce que tu es blague. musicien. Je blague pas, non, Ouais. ça veut dire qu'ils sont dans la grande sensibilité. Ils ne sont pas dans la discursif. Bon. Mais néanmoins, dans la musique, il y a énormément de chorba. Ça veut dire il y a une grande structure. Il y a des grands musiciens qui sont peut-être très intelligents, là, ça commence. C'est ceux qui arrivent à décrypter
les mouvements dans la partition. Dans les mouvements dans la partition, il y a quelque chose qui est extrêmement structuré. Alors, il y a la partition qui est très structurée, mais il y a la manière qu'ils vont rendre ça. Il y a un champ à l'intérieur de ces structures qui, elle, dépendra donc de tel musicien ou de tel musicien. Tout à fait. Et qui est impalpable, quelque part. Oui, Et qui est impossible de structurer. Et pour aller dans ton sens, moi j'ai eu la même expérience quand on a fait un livre sur, c'était un bon bouquin d'ailleurs, le grand livre des musiques sacrées du monde. On a fait ça avec Gérard Kurjan, qui était l'ancien directeur du Festival des musiques sacrées de Fès. Donc qui connaît tout ça, quoi. Qui connaît La musique sacrée de Fès, la ville de Fès. De Fès, Ouais, il y a un festival des musiques sacrées. Oui, c'est lié au Festival des cultures soufis. Mais donc c'est un mec qui connaît toute l'histoire du chant grégorien, des requiem, mais aussi de la musique. C'est toi qui as dit que le chant grégorien vient d'un juif du Moyen-Âge? Non, je crois que c'est Ovadia Le Guerre qui était à l'origine du chant grégorien. Ah, je sais pas ça. Il faudrait voir. Mais en tout cas, J'ai lu ça. ouais. J'ai lu ça. En tout cas, on sait Ovadia que Le ouais. Guerre, c'est un guerre italien. Ouais. Mais aussitôt que ça C'est-à-dire, c'est au XIIe siècle. C'est avant la réforme grégorienne, non? Bon, ok. Ouais. Je ferme. C'est au XIe, mais c'est pas grave, je crois. Mais en tout cas, oui, on sait que ces traditions-là, elles viennent des traditions orientales, encore, notamment juives. Donc lui, il connaît tout ça. On a fait un super bouquin qui raconte l'histoire et les grands musiciens et les grands trucs des musiques sacrées du monde. Et on avait une super idée. On s'est dit, bah, lui, comme il connaît tous ces artistes-là, parce qu'il a été organisateur du festival, on va mettre des petits entretiens avec les artistes dedans. Et bien, ça n'a rien donné, parce qu'ils n'ont rien à raconter. Parce que ce n'est pas des gens, effectivement, c'est pas des gens de discours. Alors, il y a des exceptions, hein. Il y a des exceptions. Mais c'est vrai que... Franchement, ça dépend ce qu'on entend aujourd'hui par musique sacrée aussi. Et qui on Non, mais il y a attends, quelqu'un qui des gens comme Kutsi Erguner ou Jordi Saval, c'est pas... Enfin, moi, je parle pas des gens que je connais pas personnellement. Enfin, non, mais c'est juste. Mais si tu vois, je parle de ce que je connais un peu plus dans l'Antiquité ou des choses comme ça. Entre quelqu'un qui va hyper. Une musique sacrée, quelqu'un qui va hyper théoriser, pythagoricien, etc., etc., et celui qui va reproduire la musique, il y a une grosse différence. Alors parfois c'est les mêmes, parfois c'est pas les Oui, mêmes. alors c'est ça où je voulais en venir. C'est qu'effectivement, comme tu le disais, la musique, c'est quelque chose de mathématique en réalité. C'est mathématique. Oui. Et que les grands musiciens, souvent, c'est ceux qui ont nourri leur inspiration musicale par une compréhension de la théorie de la musique. Oui, comme Jean-Sébastien Bach, par exemple. Comme Jean-Sébastien Bach, ou tu peux même prendre des exemples beaucoup plus prosaïques. C'est-à-dire que tu vois que les Beatles, par exemple, quand ils ont commencé, ils connaissaient 3 accords, les gars. Ils racontent quand ils ont fait leur première tournée à Hambourg, etc. On leur disait, ah, il y a machin dans tel bled qui peut vous apprendre l'accord de Ré septième majeur. Ah ouais, c'est vrai, on prend le bus, on y va. Mais ensuite, il y a eu, ça nourrit leur écriture. Et ça, tu le vois très... Qu'est-ce que t'apportes avec les Beatles? J'ai pas compris. Non, ce C'est que je veux dire... Einstein qui les a appris. Non, ce que... Leur manager, il s'appelle Einstein. Ouais. Brian Celui Epstein. qui les a lancés, c'est Ouais. Brian Ouais, Epstein. non, c'est quelque chose que tu vois très souvent dans l'histoire du rock. C'est-à-dire que les mecs ont commencé à faire du rock ou du heavy metal, etc. Les mecs, ils ont commencé juste parce qu'ils avaient une guitare à 3 francs 6 sous et qu'ils connaissaient 2 accords, et puis tu peux faire du rock comme ça. Et une canette. Et ouais, plusieurs canettes. Mais qu'après, les mecs, ils se sont quand même formés, et que tu as eu des musiciens de Donc il y a une classique. structure. Ben voilà, Il y a une c'est ce que structure, tu veux c'est dire. vrai. Il y a une structure. Il y a une structure, mais effectivement, ça ne passe pas par l'ordre du discours. Voilà. C'est-à-dire il peut y avoir une chorma, et il y a une structure, mais ça ne passe pas par l'ordre du discours. Mais là, ce que je voulais dire, c'est légèrement différent. Même dans l'aspect purement musical, il y a, si on veut, l'aspect mélodique, dont on ne comprend pas ce qu'il apporte comme enrichissement au discours. C'est-à-dire que tu prends des paroles et tu les chantes sur une certaine mélodie. Du coup, je peux juste préciser mon propos sur une chose. Et du coup, moi aussi, je fais la distinction entre 2 choses. Il y a musique sacrée, c'est la musique qui est utilisée dans un espace religieux. Ouais. Et il y a de la musique sacrée qui a un effet religieux.
Ce qui n'est pas la même Oui. chose. Une musique, elle peut être passée dans une salle des fêtes ou dans une synagogue pour une occasion, c'est très bien, ça occupe, on aime bien. Après, il y a une musique qui va avoir lieu, par exemple, le chant des grégoriens. Moi, j'ai parlé avec des bénédictins. Ils te disent, ok, il y a les accords, mais aussi il y a des visualisations, il y a des points de lumière, il y a des couleurs, etc., etc. Et du coup, c'est toute une technique qui, avec les accords, est censée produire un effet. Du coup, et c'est pour ça que je reviens à ma question pragmatique du début, ce qui m'embête, c'est que, en effet, si les gens n'ont pas les mêmes traditions ou n'est pas exactement les mêmes choses, d'une manière pragmatique, comment on peut avoir les mêmes effets? Parce que ces effets-là, ils ne dépendent pas forcément d'Afka, de la... Tu nous dis que ça vient de la mélodie. Oui, alors, effectivement, c'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'on appelle mélodie? Est-ce que c'est la mélodie ou est-ce que c'est le sous-bassement? Parce que les théramim, ils indiquent un sous-bassement de la mélodie. D'ailleurs, tout comme la notation médiévale du chant grégorien. Les mecs, ils notaient pas avec une hauteur de note précise. Oui, mais là, quand on parle ici, à ce niveau des ta'amim, c'est un machal. Oui, de toute façon, c'est un machal. Mais on essaye de... C'est aussi... un machal qui après va se concrétiser. Mais voilà. disons, et analyser le machal nous permet... Ça veut bien dire que quelque part, il y a un chant à voir. Un chant, ça veut dire quelque chose qui n'est pas discursif, voilà. qui est émotionnel quelque part, et qui, à un moment, va, par les nécoudotes, va se structurer. Voilà. Et donc, il y a un... Mais dans cette structure, c'est ce que toi tu dis, dans cette structure, il y a un côté ta'amim de cette structure. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que le côté ineffable de la musique pure va s'exprimer dans un certain aspect de la grammaire qui n'est pas celui de la fonction des mots, etc., mais qui est dans les théramim, et en particulier, si on fait cette distinction entre théramim, alionim, emsaïm, tartonim, dans la fonction rythmique des théramim. Et pour le coup, là, on retrouve la question de la métrique, de la poésie, du fait que... Voilà. Quand on parle de chant, de théramim, tout ça, par exemple, on dit que dans les Maroc, les malachim, ils font des louanges et des chants à certaines gardes de la nuit, etc. C'est pas un chant forcément musical. Qu'est-ce qu'on appelle quand on dit un chant? Au niveau qui n'est plus humain, là, au niveau de malachim, etc. Est-ce que c'est pas ça un peu en fait ce qui n'est pas exprimable en fait? C'est quelque chose de... Comment on définit ça? Le problème, c'est justement, si tu veux le définir, tu vas être obligé d'utiliser des mots, et on parle de choses qui sont... Pour le chant, je sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui va être hérité de la scolastique et du platonisme, la musique, c'est la science de l'âme, c'est ce qui sert à soulager l'âme. Parce que comme on dit qu'en effet, la musique se base sur des mathématiques et sur les mêmes rapports qu'il y a avec l'astrologie, avec l'âme, avec des instruments, on en vient à toute la musicothérapie ancienne de calmer les passions avec de la musique. Et du coup, en effet, la musique serait le reflet des chants célestes. Voilà. Et tout ça, c'est fondé sur l'idée que la musique, c'est avant tout l'expression d'une harmonie, d'une certaine pureté des rapports, et que donc c'est un tikkun. C'est-à-dire que ça permet de se... Ou le contraire. Oui, c'est-à-dire tu peux aussi, je peux te faire écouter des trucs qui vont te déglinguer, c'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ta remarque, quand tu vois, par exemple, quand David Ameller il dit que les astres chantent la gloire de Dieu, ils chantent la gloire de Dieu, tu les vois, ils chantent la gloire de Dieu, parce qu'il y a une harmonie. Ils expriment par une harmonie. Elle tous les 29 jours et demi et quelques, elle ne va pas te faire un coup vache et qu'elle va pas revenir, elle va devenir un 34e jour. Il y a une harmonie. Et ça c'est un chant. Un chant au niveau mathématique, alors? Oui, mathématiques, mais pas que mathématiques. C'est-à-dire qu'il y a une beauté dans la chose, tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois, François Tcheng, c'est quelque chose qu'il a bien développé dans... François Tcheng, tu vois qui c'est? François Tcheng, c'est un très très grand auteur français contemporain, avec qui on a la chance de travailler, qui a écrit 5 méditations sur la beauté, et sa thèse centrale là-dedans, c'est ça, c'est de dire que le fait qu'il y a de la beauté dans le monde fait signe vers la transcendance et vers Dieu, en fait. C'est-à-dire...
On voit ça dans Télim tout le temps, que les Hachamim me servent comme modèle. Que le sentiment esthétique nous amène à comprendre qu'il y a un Boréolam, que le monde n'est pas livré au chaos, non seulement qu'il y a une chorma là-dedans, mais qu'il y a une transcendance qui va au-delà de la simple chorma, quoi. Il y a un chant, voilà, c'est ça, il y a comme un chant. Et qu'il y a une harmonie. Tu vois pas le chant. Et qu'il y a une harmonie du monde qu'il y a une harmonie du monde et que tout notre. T'as pas l'oreille musicale de la nature. Qu'il y a une harmonie. Attends, je finis juste. Ça, on dit un chant visuel. Comment ? Ça, on dit un chant visuel. C'est pas le même mot. Donc qu'il y a une harmonie du monde et que tout le travail du Tikkun va être de se réaccorder en quelque sorte à cette harmonie du monde. Le Rabbi Chaim Vital dans Sha'ar et Kedusha, il a une très belle métaphore. Il dit comment on peut concevoir justement qu'il y ait des choses qui se passent dans les sphères spirituelles célestes et que ça a un effet sur notre neshama en bas. Et comment il peut y avoir un effet à distance ? Il dit en fait, il n'y a pas d'effet à distance. C'est que la neshama, c'est comme la corde d'un luth qui est tendue entre l'en haut et l'en bas. Et donc, quand il y a une vibration en haut, toute la corde vibre. Donc, ça vibre en bas, mais sans qu'il y ait un saut dans le vide, quoi. Et donc, tout le travail que nous, on a à faire, c'est d'accorder l'instrument de notre neshama, de tendre la corde à la bonne tonalité. Et tu disais je finis là-dessus parce que c'est quand même mon fils qui a dit ça, donc je suis complètement garde mon fils, qui a vu un tableau comme ça des phases de la Lune, qui a dit papa, les phases de la Lune c'est comme une gamme qui monte et qui descend. Si tu veux faire après ça. Ouais. Oui, tu voulais dire. Oui, c'était surtout pour le rapport du chant avec les astres. En fait, vraiment, je pense que c'est un héritage de l'Antiquité, le rapport c'est les astres et la musique sont liées à l'âme. Et tout ce qui est âme, c'est anima, c'est ce qui anime. Donc les astres, c'est pour ça qu'on dit que l'astrologie fait un lien entre les astres qui bougent et ce qui bouge dans le monde. Ensuite, après, on dit le chant parce que les humains pensent qu'il y a une harmonie entre les deux, qu'il y a des lois et qu'on peut les contrôler. Qu'on peut en tirer des règles et qu'on peut en... Mais c'est pour ça que cette image revient souvent des astres, des anges, des djinns qui vont chanter. Enfin non, justement, les djinns vont aller écouter les anges chanter. Et il y a, si on peut continuer sur les références culturelles, c'est le très beau premier chapitre du Silmarillion de Tolkien, ça. Où il explique, alors vous le lirez, où il raconte la création d'abord des créatures angéliques et du premier chant des anges auprès de Dieu, jusqu'à ce qu'il y en ait un de ces créatures angéliques qui décide de faire sa propre mélodie, quoi. Et ça met le hasard, forcément. C'est dans quel livre ? Dans le Silmarillion. Tolkien. Seigneur des Anneaux, tu vois Seigneur des Anneaux ? Bon, ça c'est un grand vide dans ta culture. De nom. Comment ? De nom, tu connais. Oui, de nom, évidemment. Les Silmarillion. Silmarillion, moi je te ferai un shiur klali après, mais c'est D'accord, tu m'enverras des références. Et donc, mais oui, si on est sur l'aspect de l'âme est très important aussi, puisque typiquement les lettres vont être la dimension du corps, qui en tant que lettre pure, c'est la lettre morte, et que déjà les nekudot vont être la neshama par rapport à ça, parce que c'est les nekudot qui vont donner du sens aux lettres, comme c'est la neshama qui donne du sens à la matière. Mais en réalité, il y a plusieurs niveaux de neshama, et qu'il y a une neshama intellectuelle, on va dire, au niveau des nekudot, et il y a une neshama musicale au niveau des théamim. Et donc on comprend l'importance aussi de ce niveau fractal, parce que peut-être que le niveau des théamim en tant que tel, il est inaccessible, mais dans notre neshama, au niveau des nekudot, on a aussi un avant-goût de cet aspect musical qui nous permet d'y accéder. Bon, on s'éloigne beaucoup du sujet, mais moi j'aime bien. Non, je ne trouve pas qu'on soit éloigné. Je trouve que c'est au contraire, ça donne un peu de cadre à ce qu'on voit sur la notion de Av et Samer Gimel. Ouais, c'est ça. C'est ça, au contraire. On pourrait dire que tout prend sa source dans Av, si ça se dit, parce que même quand on est dans le SAG, les tags de SAG, ça fait référence
Disons que dans la mesure où Av contient lui-même Av Sag Maben, oui, le Sag de Av va être en quelque sorte la racine du Av de Sag. Okay. Et ça va fonctionner comme ça, effectivement, par ramification, par mode fractal et tout. Donc, Veine Adain Be'elu Haorot Lo Nidgale Bahem Bechinat Keli Klal. Ça, c'est un nouveau point important. Au niveau des oreilles, il n'y a pas encore la dimension de Keli. On est encore dans la lumière pure. Parce qu'on a dit que déjà, quand on parlait de Adam Kadmon, on avait dit qu'il n'y avait pas Orod, Vekelim, etc. Et qu'il y avait quelque chose d'analogue, mais que ce n'était pas ça à proprement parler. Et on voit bien que ce n'est pas ça à proprement parler, puisque la première expression qu'il y a bien deux dimensions. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il n'y a pas les Orod qui sortent de l'oreille droite et les Kelim qui sortent de l'oreille gauche. Les deux aspects qui sortent, c'est des Orot. Alors effectivement, celle de l'oreille droite est supérieure à celle de l'oreille gauche, donc c'est à ce niveau-là qu'on parle de Or Makif et de Or Pnimi, mais il n'y a pas de Keli ici. D'accord? Gam da ki eser sefirot elu yatsu mekusharot betachlit ha'et kashrut velo nikar bahem rak shekulam hem bechinat ot he. Et de la même manière, on a dit qu'elles étaient composées de 10 sefirot parce que c'était pour dire qu'elles n'étaient pas déficientes, ces lumières, et que donc elles contiennent potentiellement tous les aspects des 10 sefirot, mais elles ne sont pas les 10 sphirotes ne sont pas distinguées entre elles, elles sont complètement liées de manière organique. D'accord ? Donc on ne peut pas différencier à ce niveau-là différentes sphirotes au niveau de ces lumières-là. Et toutes ces 10 sphirotes qui sont complètement unies en un seul aspect, elles correspondent à l'aspect de la lettre He, qui od He zo keshetechaber im ozen ou keminyan sag. Donc maintenant on comprend pourquoi est-ce que d'où il est le He qui nous manquait, que le Ozen s'appelle Ozen, parce que Ozen plus le He, ça fait Sag. Okay. Donc c'est une arithmétique un peu particulière, mais pour nous dire qu'il y a un lien entre Ozen, pour l'instant on ne peut pas dire vraiment plus que ça, mais pour nous dire qu'il y a un lien numérique entre Ozen, Sag et la lettre He, la première He du tétragramme. Et on comprend bien que Sag, c'est le deuxième des 4 niveaux, et le He, c'est la deuxième des 4 lettres, donc c'est logique que ça corresponde. Et donc ça correspond à Bina. Ou Metsiyut He zo, Ibechinat Esas Sfirot Elu, Shenichlalim Behe, Shorsham Hem. Et donc ces 10 sphirotes de Bina, si tu veux parler comme ça, sont complètement comprises dans ce premier He. Alors là, il rajoute quelque chose. Veshorsham hem chamisha partsufim, ari chanpin, abba, veima, ve zahir, venugva. Alors là, c'est pas clair, et j'ai pas de pied rouge dessus. Alors, je vais regarder, parce que je me demande s'il n'y a pas une petite coquille ici. Vous avez comme ça, Veshorsham hem. Oui. Alors, Veshorsham hem Chamisha partsufim. Parce que là, ça veut dire que le shoresh du He, donc du premier He, qui est Bina, c'est les 5 partsufim, Abba, Ima, enfin, Arichanpin, Abba, Ima et Zeir Venugva. Alors, ce qui n'est pas évident parce que c'est les 5 partsufim de quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est les 5 partsufim de quel niveau qui sont le shoresh de... Excuse-moi. Abba, Arir Anpin, Abba Veima, Zeir Venugva. Zeir Anpin. Donc si on suit cette leçon-là, ça veut... Qu'est-ce que ça veut dire? Shorsham hem chamesh partsufim.
C'est-à-dire qu'il y a déjà une dimension, en réalité je pense que c'est ça qu'il veut dire, c'est que la racine du He, de la première manifestation du premier He du tétragramme, Adam Kadmon, voilà, il a lui-même une racine. D'où ça vient ce He? Pourquoi est-ce que la deuxième... quelque part. Alors, le Yud, Mistama, c'est au niveau de Av, c'est au niveau de Karkafta, etc. C'est quelque chose... C'est indicible. Voilà, c'est indicible, Il n'en parle c'est pas. un point. Il C'est n'en un parle point pas. sans dimension, Il n'en parle on n'en parle pas. Ok. Donc ce et, c'est oui, le partsouf de cet ineffable. Alors, sauf que c'est pas le partout, c'est qu'il nous dit pourquoi est-ce que c'est He? Parce que c'est une dimension de 5, parce que c'est là que s'exprime pour la première fois, a priori, les 5 partsoufim, donc les 5 partsoufim intérieurs de Adam Kadmon. C'est-à-dire que ne va pas croire que ne s'exprime dans ce premier He qu'un aspect partiel de la pnimiyut de Adam Kadmon, parce que finalement, de manière purement formelle, on peut dire que à l'intérieur de Adam Kadmon, comme partout dans tout le réel, il y a 5 partsoufim, Arichanpin, Abba, Ima, Zeir, Venukva. Ces 5 partsoufim internes de Adam Kadmon, on peut absolument rien en dire, mais on peut quand même comprendre que si la première lumière qui sort des oreilles de Adam Kadmon se manifeste sous la forme d'une lettre He, c'est parce qu'elle prend racine dans ces 5 partsoufim-là. Donc déjà dans cette dimension-là du He, s'exprime d'une certaine manière l'intégralité de la pnimiyut de Adam Kadmon. Alors, Arir Anpim, Abba Ve'ima, Bezer Anpim Venogva, c'est 5, ça? Ouais. Arichanpin c'est 1, Abba c'est 1, Ima c'est 1, Zeranpin c'est 1, Nukva c'est 1. D'accord. ועדיין לא ניכר בהם בחינת 10 ספירות, רק היותם 5 פרצופים האלו לבד. Et donc, c'est là qu'on comprend un des klalim du Harizal, c'est que l'expression en termes de 10 séphirotes n'est pas première. L'expression première de la structure générale, c'est sous la forme de 5 partsufim. Les 10 séphirotes, c'est quelque chose qui viendra de manière dérivée de ces 5 partsufim. Et donc même ces 5 partsufim, en réalité, ils sont une unité totale de l'être. Kitsiur he hu tsurat dalet vav. Alors là, on rentre, tout ça, c'est autre chose. Après, on va arrêter. On peut finir quand même, on va finir ce truc-là. D'accord. Donc le he. Pourquoi, et là, c'est aussi un artifice d'écriture, mais qui est très, très, très important. Le he, c'est 5. D'accord, on a compris. Mais le he, ça s'écrit comment? Ça s'écrit avec un dalet, avec un vav dedans. Et dalet plus vav. Non, c'est plutôt un yud à l'envers, non? C'est pas un... Alors, il y a les deux. Il y a plusieurs façons. C'est-à-dire le Harizal va tout le temps jouer là-dessus, sur les différentes manières de décomposer l'écriture des lettres. Et c'est pas un vav? Lui, il dit de manière primordiale, c'est un vav. Bah, c'est un trait vertical, ça dépend comment tu l'écris. C'est un trait vertical, alors non, l'auteur... t'écris un yud à l'envers. C'est l'Ashkenazim. Lui, il n'écrit pas en octave Ashkenaz. Ça dépend de... Sa référence à ça dépend de l'octave l'écriture, Bet je pense. Yosef, Oui. c'est son pote à la compote. Non, mais justement, pourquoi est-ce que l'octave Bet Yosef s'appelle... Ah, tu nous as dit ça. Ah, ok. Parce que c'était le seul makor qu'il avait écrit dans les Rishonim. Mais lui, il écrivait en octave Vaïlish, forcément. On le verra parce qu'on va parler après de la forme de certaines lettres. Ouais, là, après ça va faire des grosses discordes de comment écrire le Ktav Harizal, etc. Oui, parce que ce qui va se passer... Pour ce qu'on appelle Ktav Harizal, pour le Chazonish, pour le Khatam Sofer, c'est pas... Ouais, ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire que le Harizal, lui, fonctionne dans un milieu séfarade. Donc, il explique la forme des lettres, il explique les kavanotes de la tfila en fonction du rite séfarade. Du sidour qu'il a, etc. Bien que du côté de son père, il venait de Pologne. Je ne sais pas s'il venait cousin, je crois, de Rabbi Shlomo Louria. Oui, mais je ne sais pas s'il est passé par la Pologne. Parce que Louria, c'est des gens qui viennent... De France. C'est de la Loire. Oui, Loire, okay. Louria, ça vient de la Loire. Okay. C'est la diaspora tsarfatique. Les Ashkénazes sont
Si, dans le titre, il voilà, c'est s'appelle ça. Israël Luria Ashkenazi. Voilà. Mais s'il s'appelle Ashkenazi, c'est parce que c'est un Ashkenaz en milieu séfarade. Oui, c'est ça. Non, 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 je- c'est non, mais ça. Il était en- Si Non, mais je pour ne son m'abuse, origine. c'est un cousin de Rabbi Shimon Loria. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Mais ça, et par sa mère, il était séfarade. Oui, évidemment. Oui. Et c'était le neveu du Shita Mekudetset aussi. Ah bon. Il a étudié avec le Shita Mekubetset. Son rav en Gemara, c'est le Shita Ouais, Mekubetset. on pense même qu'il a contribué à la composition du Shita Mekudetset. Ah, d'accord. Mais donc lui, il est dans un milieu séfarade, il fonctionne dans un milieu séfarade. On sait qu'il ne va aux offices ashkénazes que pour Yamim Noraïm, parce que tu vois, c'est la famille, quoi. Mais pour le coup, on sait même, quand Rabbi Chaim Vital il va donner les kavanotes, il dit, je ne vais pas recopier tout le sidour, ça va. Il dit, je note juste les différences qu'il y a dans le Noussar de mon maître le Harizal par rapport au sidour publié à Venise en telle année. Et il y a un Rav qui a retrouvé, il y a une vingtaine d'années maintenant qu'il a fait ce travail-là, c'était formidable. Il a retrouvé le sidour en question, et donc il a pu recomposer Mamash, le Noussar du Harizal, parce qu'il a le sidour auquel se réfère Rabbi Chaim Vital avec les corrections du Harizal. Mais donc c'est des corrections sur un sidour séfarade. D'accord. Et de la même manière que toutes les remarques sur les formes des lettres, c'est par rapport aux octaves séfarades. Et il dit bien dans Sha'ar HaKavanot que, attention, chaque Noussar correspond à un chevet spirituel. Alors, même à l'époque, ils font la distinction entre le Noussar espagnol et le Noussar catalan, etc. D'accord. Et il dit, chacun, il appartient à sa tribu spirituelle. C'était déjà à l'époque, ça. Ok. Je pensais que c'était plus tardif. Je sais De pas quoi si que chaque Noussar venait d'une tribu. Non, justement, ça c'est chez le Harizal. Chez le Harizal, il dit, il ne faut pas changer de Noussar, parce que ça correspond à ton Shoresh Haneshama, que tu es de tel chevet, etc. Et c'est par la suite, chez les élèves du Harizal, que se développe l'idée que si tu n'es pas à l'aise dans ton Noussar d'origine, c'est que Mistama, Il y a une erreur. en réalité, ton Shoresh Haneshama, c'est d'un autre chevet, et donc tu peux changer de Noussar. Ça existe déjà chez les Talmidim du Harizal. Et ce qui se développe par la suite, c'est l'idée que finalement plus personne ne sait de quel chevet il est, et que le Noussar Harizal, ça représente Sha'ar HaKolel, c'est-à-dire une 13e voie qui peut accueillir tous ceux qui ne savent pas de quelle tribu spirituelle ils sont. Alors cette notion de Sha'ar HaKolel, elle se cristallise avant le chassidisme, et le chassidisme, il va discuter de qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, ce Sha'ar HaKolel. Et donc, il y en a qui disent, Sha'ar HaKolel, c'est le Noussar séfarade. Donc, on passe complètement sur le Noussar séfarade. Il y en a qui disent, ça c'est la majorité des chassidim, le Sha'ar HaKolel, c'est uniquement les choses que le Harizal a spécifiées. Donc, et c'est des choses qui peuvent s'adapter à n'importe quel Noussar. On prend n'importe quel Noussar, on adopte les tikkunim du Harizal, ça devient Sha'ar HaKolel. Donc on peut prendre le Sidour... voilà. Voilà. Sidour Sfard, tu prends le Sidour Ashkenaz, tu appliques les transformations qu'indique le Harizal et tu obtiens Sidour Sfard, Sha'ar HaKolel. Et le Baal HaTanya, il va avoir une autre option, il dit non, on ne part pas d'un Noussar existant, on prend que ce qui est marqué dans la Gemara, et toutes les sources premières fiables, etc. Et le Harizal, et on reconstruit vraiment un Noussar vraiment purement scripturaire, quoi. Et c'est ça que ça donne. Mais pour le coup, les gens comme le Khatam Sofer, ou même des Mekoubalim chassidiques comme le Rebbe de Komorne, disent, mais non, le Sidour, le Noussar Ashkenaz, c'est un chevet en tant que tel, on doit rester dedans, ça a été aussi fait à l'Piasod par les Chassidi Ashkenaz, donc on ne bouge pas de ça. Ça te va comme réponse? Oui. Oui, mais donc là, on est quand même perplexe, parce que là, le son « et », c'est un dalet avec un voilà. vav. Alors, il y a aussi Et là, dalet avec un yud. Ça marche pas. Voilà, alors, lui, il dit que, que ça s'écrit comme ça. Ah bon. Ouais. Bon, Ça s'écrit comme c'est ça. de dire.
que c'est un dalet avec un vav, et donc, umisparam eser, d'accord? Oui. Donc, 4 plus 10, donc 5, ça fait 10, puisque he, c'est dalet et vav, donc ça fait 4 plus 6, ça fait 10. Voilà. Les orot al hayotem eser, asara nechalim bechamisha, d'accord? Donc, les 10 sont inclus potentiellement dans le 5. Vadain kulam ikraim od he levad. Mechila, excuse-moi. Il n'y a pas des commentaires là-dessus, sur cette bombe atomique là, qu'on vient de voir là? Parce que comment ils vont faire? Ça veut dire, si on analyse les otiotes comme ça, alors pas tout le monde peut analyser comme il dit. Ah oui, là, c'est effectivement, Et là, c'est les im- combats, ils n'ont pas appliqué. Non, pour eux, c'est un Ça, truc. c'est bon. Ouais, c'est vraiment rentrer dans les mœurs, cette histoire que Non, pourquoi c'est très important? Pourquoi ça s'analyse comme ça? Parce que après, là, on analyse le He en Dalet et Vav. Donc, pour l'instant, on est juste sur une dimension numérique, que le 5 donne 10, et que donc les 5 partsoufim peuvent s'analyser en termes de 10 shirotes. Bon, ça, c'est déjà sympa. Mais plus profondément, qu'est-ce qu'on va nous dire après? Le Dalet, la lettre Dalet, ça correspond à quoi? Moins un. Le Dalet, c'est Dal et c'est Delet, ça correspond à Malchut. Malchut. Et le Vav, c'est Zeir Anpin. C'est la troisième lettre du tétragramme. C'est l'axe central, c'est Zeir Anpin. Donc en réalité, ce qu'on va nous dire tout le temps par la suite, c'est que ce He de Bina contient en gestation la Malchut sous la forme de Dalet et Zeir Anpin sous la forme de Vav. Donc ça va plus loin que juste le truc de 5 égale 10. Dans la globalité. Excuse-moi, le Mishnah Brura, il rapporte dans le Tmulat Otiot, dans la forme des lettres, il dit tu as un dalet et il y a une nekuda. Un nekuda tiye lechatchila daka lemala vava ksat lemata kien yud yete lechatchila akuma ksat lemata. Oui, donc ça c'est le He Ashkenaz. Ou les ikuva ou afelu bediavad. Mais il y a plus que ça. Je t'apporterai les sources si tu veux. Et il parle de quoi? Il parle de la forme des lettres dans un Dans Sefer des Torah. lettres. Oui, Téphiline, c'est au sujet Oui. de Téphiline. Ouais, c'est dans les Simanim sur les Tefilin, tout ça. Il y a toute une littérature, parce qu'effectivement, le Harizal, il va donner comme ça des détails sur l'écriture des lettres, et va se poser la question après en halakha, de comment est-ce que ça fonctionne. De toute façon, on peut très bien dire que le He, il inclut un Yud pour dire que dans le He, il y a les 10, ou dans le He, il est séparé avec un Dalet. Et Alors, un il y a Vav, et ça fait il y a 10 des aussi. cas, on aura Bezrat Hashem, Bli Neder, on s'amusera, entre guillemets, à regarder un peu les kavanotes du Seder, parce que ça intervient dans les kavanotes du Seder. Oui, dans Yahatz. On va couper la matzah. La matzah, on la coupe pas en deux, on la coupe de manière asymétrique, parce que c'est le He qu'on va couper justement en Dalet et Vav. D'accord. Et là-bas interviendra le Dalet et le Vav, et le Dalet et le Yud, etc. donc, ואלו העשר ספירות באו אור פנימי מרחוק מהמקיף שלו, החק גדול, והטעם הוא לפי שאם היו יותר קרובים לו, היו יכולים לקבלו כלל, ולהיות כי באו אור פנימי ואור מקיף מרוחקים זה מזה, החק גדול, כי אלו יצאו מאוזן שמאלית ואלו מאוזן ימינית, והסיבה כי אם היו מקורבים יותר, לא היו יכולים התחתונים לקבל האורות האלו כלל. D'accord? Donc on a ici les deux lumières qui restent séparées, parce que si elles se rejoignaient, justement parce qu'on n'est pas dans une dimension, on n'est pas encore dans la dimension des Kélim. Alors ça se mord un peu la peau. Comme on n'est pas encore dans la dimension des Kélim, donc si les deux lumières se rejoignaient,
on perdrait ce qu'on essaye de faire ici, c'est-à-dire de commencer de manière très graduelle à introduire la différenciation. Si ces deux lumières-là se rejoignaient, on en reviendrait au truc de base. Ah, c'est-à-dire c'est l'origine. Ces deux lumières-là sont l'origine de ce qui sera plus tard les Kélim et les Orot. Alors, non, justement, de hors Pnimi et de hors Makif. Hors Pnimi et hors Makif. D'accord. Et donc, si on veut essayer de faire une analyse conceptuelle, vu qu'on a expliqué que l'oreille, c'est l'entendement, c'est la compréhension, etc., donc ça correspond peut-être, c'est le shoresh suprême, des deux manières qu'on aura d'entendre la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Soit comme hors pnimi, c'est-à-dire comme source de vitalité et d'être de tout ce qui existe, ou hors makif, c'est-à-dire comme présence transcendante et inconnaissable. D'accord. Ces deux dimensions qui existent, mais ces deux dimensions qui sont de manière intrinsèque pour nous irréconciliables. Okay. On peut aborder l'un ou l'autre, d'accord. On peut, et c'est quelque chose qu'on va voir tout le temps, qui traverse d'ailleurs toute l'histoire de la pensée, c'est-à-dire que on peut appréhender Dieu en regardant vers l'extérieur, en regardant le monde et en essayant de remonter comme ça, ou on peut appréhender Dieu en regardant vers l'intérieur. Et on sait qu'on va vers la même chose, mais les deux chemins sont complètement différents et sont en quelque sorte irréconciliables. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout avoir la même expérience de Dieu. Et alors c'est embêtant d'un côté, parce qu'on se dit, mais attends, pourquoi est-ce que je n'ai pas la même expérience de Dieu si donc j'y vais par l'extérieur ou par l'intérieur? Et là, on vient te dire, ben, justement, c'est fait exprès, parce que tu ne peux pas avoir une appréhension totale de Dieu où ces deux aspects-là sont réconciliés. Il y a un mode d'écoute de l'oreille droite et un mode d'écoute de l'oreille gauche. Il y a deux modes de compréhension qui sont la même lumière, mais en même temps, s'ils se rejoignaient, ce serait quelque chose qui serait insupportable pour nous. De comprendre qu'en réalité... Au niveau d'Adam Kadmon, il y avait une unité complète. Ouais, voilà. Et ça s'exprime pour nous de manière très lointaine selon ces deux aspects-là. Que si, on comprend bien que si finalement notre appréhension extérieure de Dieu et notre appréhension intérieure de Dieu se rejoignaient, nous, on serait complètement annihilés. Où serait le sujet s'il n'y avait plus cette frontière entre un chemin intérieur et un chemin extérieur? C'est pas logique? Non. On en reparlera. Il est tard. On comprendrait complètement Dieu, en fait. C'est que dans le niveau de la compréhension de Dieu, on ne peut pas aller jusqu'au bout du chemin. On ne peut pas arriver jusqu'au bout du chemin. Mais pourquoi ce ne serait pas le même chemin? Moi, c'est un pshat que je propose. Hein, mais, parce que de fait, il y a d'autres auteurs qui veulent, le Rabbi Moshe Cordovero, il dit c'est deux voies qui sont valables, mais j'essaye de comprendre ce que ça veut dire, cette différence-là. Et alors, sauf que ce qu'il nous dit ici, c'est qu'à un certain niveau, c'est irréconciliable. Mais ce qu'il nous dit, parce que de fait, là, on n'a pas de kelim. Et donc, les deux lumières ne peuvent pas se rejoindre, parce que sinon, c'est l'explosion supernova. Mais à un niveau plus bas, où il y aura des kelim, justement, les kelim, c'est-à-dire cette notion qu'il y a vraiment une altérité forte par rapport à cette lumière divine, à la fois celle qui va on pourrait dire que c'est elle qui détermine la différence entre hors makif et hors pnimi, parce que c'est le keli qui fait la limite, mais plus profondément, ce qu'on nous dit ici, et ça c'est aussi à creuser, à la base, le keli, il naît de la rencontre de ce hors makif et hors pnimi. C'est-à-dire que finalement, il va y avoir une rencontre quand même. Il va y avoir un contact entre ces deux choses-là. Et donc, elles vont se rejoindre dans un certain aspect, mais le fait, qu'est-ce qui les empêche de se rejoindre complètement? C'est justement qu'il y a un keli. C'est justement qu'il y a un autre sujet, qui est l'humain, qui lui est ce point liminaire entre cette compréhension cosmique et cette compréhension spirituelle du monde. Qui fait que, parce qu'il est sujet humain qui subsiste dans le monde, il peut à la fois appréhender Dieu dans l'objectivité et dans la subjectivité. Pourquoi l'intérieur serait subjectif, forcément?
Je ne parle pas de subjectif au sens de l'ego et de l'arbitraire. Hein. Je parle au fait qu'il se conçoit comme un sujet. Oui, c'est une connaissance par l'expérience. Voilà. Par l'introspection, si tu préfères. Par l'introspection spirituelle. C'est ça que j'appelle subjectif. Ça veut pas dire... Pour prendre un exemple que j'ai vu récemment, la Gemara dans Yevamot, elle dit que Amekarev et Korovav, Vaoev et Shechenav, etc. Quand il prie, Hachem écoute sa prière. Pourquoi? Parce que Hachem, il est proche, lui, il est proche d'Hachem, parce qu'il est proche des choses qui sont proches de lui. Donc Hachem est proche de lui, parce qu'Hachem, il est Karov à ses créatures. Donc si toi, tu es proche des gens avec qui tu vis, donc Dieu est proche de toi, donc tu peux lui parler, tu peux lui demander, il te répond. Et le Maharal, là-bas, dans plusieurs endroits, Chidush Agadot dans Yevamot, lui dit, parce qu'Hachem est proche, donc c'est par l'expérience. Nous, on pourrait dire que pour parler à Dieu, il faut parler à l'immensité, à l'infini, etc. Non, pas du tout l'infini. Tu t'es malvé. C'est là, les Ani Béchat Dorko, tu vois qu'un ami, tu sens qu'il a besoin d'argent, tu lui prêtes. Donc là, tu es proche de sa sensibilité, donc Hachem est proche de toi. Donc au contraire, de ton expérience. Ça, c'est vraiment hors plimi. Oui, mais alors là, tu rajoutes une dimension qui est celle de l'intersubjectivité. C'est le rapport du fait qu'on va pas rester enfermé dans son quant à soi, mais qu'on va s'ouvrir à l'altérité, etc., oui. Qui va faire qu'on va aussi pouvoir... c'est peut-être une troisième dimension, on peut dire. D'accord. Mais... Oui, c'est pas Mibsari Chezeloka. Ouais. C'est plus que ça. D'accord. C'est l'altérité à la Buber, quoi, on pourrait presque dire. Quoi. D'accord, mais c'est sur Terre. Donc c'est dans quelque chose qui est dans ton expérience. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui va être privilégié par toute la tradition kabbalistique. C'est-à-dire que là où la tradition maïmonidienne, c'était vraiment l'étude du monde extérieur qui menait à la connaissance du divin, la Kabbalah, ça va être vraiment une voie strictement intérieure. ולפי שכאן באו מרוחקים כנזכר, ולא עוד אלא שאפילו בסיום התפשטותם בשיבולת הזקן לא נתחברו יחד לגמרי כנזכר, לכן נשארו אורות בלתי כלים, כלל כמו שנאמר לכם. Donc du fait que là justement ça ne se rejoint pas, donc on n'a pas de keli, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, donc autrement dit, on n'est pas encore du tout, on est dans l'expression de l'intériorité d'Adam Kadmon, mais on n'est pas du tout dans la création d'une entité différente de Adam Kadmon. Mais on comprend que c'est le shoresh de beaucoup de choses. Bon, on s'arrête là, on a quand même pas mal avancé. Vas-y. On peut reprendre Bizazim Shar Inyan Acher. La fin du Pérec. Voilà, et donc de ce fait-là, hein, du fait que les lumières de l'oreille droite et de l'oreille gauche ne se rejoignent pas, hein, on comprend que ça a trait à autre chose, qui est que quand on va parler des kélim, en fait, les kélim vont naître de la rencontre, du choc, même on peut dire, hein, Betishat comme... Betishat Apashit, d'accord? Apatish, c'est des coups de marteau, dans le choc entre les deux lumières. C'est ça qui va provoquer la naissance du Keli, comme on va le voir par la suite. Et donc, comme ici, les deux lumières ne se rencontrent pas, alors, même quand elles se rapprochent très près au niveau de la pointe de la barre, elles ne se rejoignent pas totalement, donc il n'y a pas de création de Keli. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il veut en arriver au fait que à partir des lumières de la bouche, on va pouvoir commencer à parler d'un Keli. Toutes les lumières de la bouche, qu'on va appeler Orot Arakudim, ça va fonctionner, où va y avoir la différenciation en 10 sphirotes, mais dans un seul Keli. Mais il va y avoir un Keli. Et on va nous expliquer comment ce Keli, il se concrétise. Donc là, il veut nous dire que pour l'instant, il n'y a pas encore de Keli, parce qu'il n'y a pas de contact entre les lumières. Ok? Donc j'ai un problème. Oui.